est 13 h partout en Côte d'Ivoire, l'heure de votre journal. Merci de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue. Présent à Londres depuis quelques jours dans le cadre du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement, le président Alassane Ouattara a été mardi l'invité du Chatham House, cette institution spécialisée dans la réflexion stratégique où il a fait le point des efforts consentis par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des paysans. Dans ce journal, nous allons parler santé, principalement de l'épidémie de coronavirus en Chine, dont le bilan a été revu à la hausse. 26 morts et 830 cas confirmés. Pour l'OMS, il est trop tôt pour déclarer une urgence internationale, mais la Côte d'Ivoire prend déjà des mesures préventives pour éviter tout cas de contamination. En Guinée, des centaines de manifestants se sont mobilisés hier jeudi et très vite, des tensions ont abouti à des affrontements avec les forces de sécurité dans la ville de Labé, un des centres de la contestation du référendum constitutionnel demandé par le président de la République Alpha Condé. 3 personnes sont mortes dans ces heures. Le président Alassane Ouattara est à Londres depuis quelques jours dans le cadre du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Mardi, il était l'invité du Chatham House, cette prestigieuse institution spécialisée dans la réflexion stratégique. Après qu'il a exposé sur le thème « Élections en Côte d'Ivoire en 2020, comment assurer la stabilité et l'inclusion ?» Le chef de l'État a fait le point des efforts consentis par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des paysans en Côte d'Ivoire. On écoute le chef de l'État. Nous sommes le premier producteur mondial de cacao avec 40%, le Ghana fait 20%, le Cameroun 5%, le Nigeria 5%. Donc ces 4 pays font 70% de la production agricole. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des mécanismes que nous avons développés avec le Ghana, mais qui nous permettent quand même d'améliorer le revenu des paysans. Parce que les paysans, si vous avez l'industrie du chocolat, si vous prenez 100 milliards de revenus, en fait, les paysans ne reçoivent que 6%. Alors évidemment, c'est très peu et les gouvernements reçoivent encore moins. Hier, par exemple, le cacao était à 1613 francs CFA le kilo. Malgré les subventions que nous faisons, nous ne payons que 850. Et avant que je n'arrive aux affaires, les paysans ne recevaient que 400 ou 500 francs. Il y a également la noix de cajou, l'anacarde, où nous sommes premiers producteurs, la banane, l'ananas, l'EVA, où nous sommes premiers producteurs africains, etc. Et nous considérons que l'agriculture doit être vraiment la base de notre croissance. Et c'est ce qui a réussi d'ailleurs. Notre premier président a été vraiment un visionnaire. Le fait qu'il a mis l'accent sur l'agriculture, alors que nous avions découvert des puits de pétrole et de gaz. Mais il a considéré que ce n'était pas la voie à suivre, qu'il fallait mettre l'accent sur l'agriculture. Et cela continue. Maintenant, nous allons passer à une deuxième phase. C'est maintenant la transformation de ces produits. Le cacao, par exemple, ne transformons en pâte, en beurre, que 35% d'une production de plus de 2 millions de tonnes sur les 4 500 000 au plan mondial. Et cette année, nous serons même à 2 200 000 tonnes. Et pour l'anacarde, nous ne traitons que 10%. Donc nous sommes prêts même à faire des subventions aux entreprises pour améliorer donc, la transformation de ces produits parce que ça créera des emplois, notamment en ce qui concerne l'anacarde dans nos pays. Aider le monde agricole veut dire aussi faire des investissements dans les pistes rurales pour les aider à évacuer leurs produits, mettre de l'eau potable, mettre de l'électricité, avoir des écoles, avoir des centres de santé. C'est tout ce qui concerne le programme social que nous avons en cours et sur lequel nous avons mis 1 000 milliards pour 2019 et 2020. Et grâce à ce programme social, par exemple, on voit que le taux d'électrification en Côte d'Ivoire, qui était de 33% en 2011, est aujourd'hui à 70%. Et sera donc à 80% en fin 2020. C'est-à-dire nous passons donc de 33% à 80%, ce qui est vraiment extraordinaire. Tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés. Notre objectif, c'est qu'en 2025, nous soyons proches de 100% d'électrification du pays. En ce qui concerne l'eau potable, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on va aider le monde rural, en leur donnant tous les services de base, en créant des écoles, en mettant des bancs dans les salles de classe, en donnant des médicaments dans les hôpitaux, ainsi de suite.
Les propos du président de la République ont été recueillis par Abiba Dambélé Saoué, notre envoyé spécial au Royaume-Uni. Abiba Dambélé, justement, que nous retrouvons cette fois en France dans le cadre de la visite à Paris du président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Amadou Soumaoro, par ailleurs président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, y a fait le point des actions de l'APF avant d'en déterminer la nouvelle feuille de route. C'est la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris qui a accueilli cette sympathique cérémonie de présentation de vœux de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à la grande famille francophone, avec une centaine d'invités. Une occasion de présenter les actions de l'APF et de l'Organisation internationale de la francophonie, avec comme objectif le rayonnement plus fort de la langue française dans les institutions internationales et européennes, la paix et le développement, la démocratie et le renforcement des droits, et enfin la lutte contre le réchauffement climatique. L'APF, ce sont avant tout des parlementaires qui portent la voix des peuples, mais vous le savez aussi, au quotidien, ce sont des sections qui travaillent, et c'est aussi un secrétariat général. Cette année, il y a eu un certain nombre de changements pour permettre à l'APF de tenir toute sa place et tout son rang au sein de la francophonie et plus largement, je pense, car nous sommes tous des militants de la francophonie, à défendre les principes et les valeurs de la francophonie. Dans les années à venir, l'APF s'attachera à la modernisation de ses statuts et au fonctionnement du secrétariat général pour une francophonie qui rassemble les peuples, les parlementaires des États et les gouvernements. 2020 s'annonce comme une année riche en élections dans notre espace francophone. Nombreux sont les pays, notamment en Afrique, qui appelleront aux urnes les citoyens francophones. L'APF souhaite que ces rendez-vous marquent le triomphe de la démocratie et la consolidation de la paix, deux valeurs fondamentales et indispensables que notre Assemblée défend avec force. Aussi, la situation sociopolitique préoccupante dans plusieurs pays de l'espace francophone, notamment en Afrique, interpelle-t-elle notre institution. C'est pourquoi, considérant la nécessité absolue du respect des valeurs, de liberté et de progrès qu'elle prône, l'APF, par ma voix, en appelle à tous les responsables politiques et à ceux de la société civile à privilégier les droits fondamentaux des citoyens et le bien-être de nos populations. Une francophonie forte pour renforcer son influence dans le monde, tel est le vœu du président Amadou Soumaoro pour cette année nouvelle. De retour en Côte d'Ivoire pour parler santé. Les infectiologues d'Afrique sont à Grand-Bassam, à quelques 50 km d'Abidjan. Ils y sont depuis hier jeudi et pour 72 heures. Au cours de cette rencontre qui a lieu à l'occasion du 7e congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse, ces professionnels de la santé vont échanger, discuter, partager leurs expériences pour tenter de faire avancer la recherche dans la lutte contre les maladies infectieuses. Régis Kofi revient de Grand-Bassam. En matière d'infection, il n'y a plus de frontières entre les hommes, les animaux, les végétaux et l'environnement. Réunis à Grand-Bassam, les infectiologues, les microbiologistes et les spécialistes de la santé publique appellent à une réponse globale face aux maladies infectieuses. La réponse aux problèmes de santé ne peut pas se limiter uniquement à la santé au sens strict du terme. Lorsqu'on a une maladie aujourd'hui, il faut que l'ensemble de la communauté se réunisse autour de ce problème pour apporter une réponse globale, voire mondiale, et en garantissant toujours l'équité des soins. Il s'agit donc qu'on puisse avoir une mobilisation des décideurs, des bailleurs et de la communauté. L'approche One Health, les pandémies et les infections émergentes seront abordées, mais aussi et surtout la résistance antimicrobienne qui constitue un véritable problème de santé publique. C'est le problème de la prescription. Tout le monde est devenu docteur. L'antibiotique est considéré comme le médicament miracle.
Lorsque je ne sais plus quoi faire, le malade même demande l'antibiotique. Ce que ça crée, c'est qu'on est en train d'aller vers ce qu'on appelle des impasses thérapeutiques, où les maladies banales qu'on traitait, qu'on guérissait avant, on sera dans l'incapacité de pouvoir les traiter. Parrain du 7e congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse et des 4e journées d'infectiologie de Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a affiché la volonté de l'État de Côte d'Ivoire à renforcer le système de santé. Les maladies infectieuses sont une priorité. Le gouvernement fait des investissements massifs dans le secteur. Nous étions dans la délégation conduite par le Premier ministre à Lyon lors de la reconstitution des ressources du Fonds mondial, et la Côte d'Ivoire avait investi 1 500 000 $. Et aujourd'hui, je viens d'une réunion sur le dialogue avec le Fonds mondial. Les retombées sont extraordinaires, parce que c'est comme ça qu'il faut pouvoir donner ça pour tirer le maximum. La Société africaine de pathologie infectieuse a vu le jour en 1992. C'est une association qui revendique 210 adhérents. L'actualité sanitaire mondiale, c'est aussi cette épidémie de coronavirus en Chine dont le bilan a été revu à la hausse. 26 morts et 830 cas confirmés. Même si pour l'OMS, il est trop tôt pour déclarer une urgence internationale, la Côte d'Ivoire, elle, tient à prendre des mesures préventives pour éviter tout cas de contamination. On fait le point avec Salima Toudia. 830 cas, dont 26 morts, c'est le bilan de l'épidémie causée par le nouveau coronavirus appelé 2019 nCoV qui fait de nombreuses victimes en Asie, notamment en Chine où il a été détecté. Bien que l'Organisation mondiale de la santé ait renoncé à déclarer une urgence internationale, les pays voisins, proches ou lointains sont en alerte. La Côte d'Ivoire vient de prendre des mesures préventives. Renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aéroportuaires, maritimes et terrestre. Diffusion des directives sur la surveillance épidémiologique de la pneumonie due au nouveau coronavirus pour la confirmation des cas suspects. Ce virus, signalé le 12 décembre 2019 dans le marché aux fruits de mer à Wuhan, en Chine, se transmet par voie respiratoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sensibilise les populations sur les mesures à observer. Éviter le contact étroit avec les personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës, se laver fréquemment les mains, en particulier après un contact direct avec les personnes malades ou leur environnement, éviter tout contact non protégé avec les animaux d'élevage ou les animaux sauvages, utiliser un mouchoir en papier pour éternuer et tousser et le jeter dans une poubelle. Le 143, c'est le numéro vert mis en place pour répondre aux préoccupations des populations. Et cela va de soi, la Chine qui veut éviter la propagation de la maladie a aussi pris des mesures préventives, donc notamment l'annulation des festivités du Nouvel An dans la capitale. La cité interdite ne sortira pas ses lanternes célestes pour fêter l'entrée dans l'année de la souris. Le monument le plus célèbre de Chine fermera donc ses portes au public ce samedi jusqu'à nouvel ordre. C'est donc une nouvelle année chinoise qui démarre demain dans l'inquiétude et l'appréhension. Si aucune festivité n'y est prévue, en Côte d'Ivoire, cependant, l'ambassade de Chine a tenu à marquer le coup. Cela à travers un spectacle dénommé Festival du Nouvel An. C'était cette semaine au Palais de la Culture d'Abidjan en présence de Serge Pacom Didi et Régis Kofi. L'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire offre un spectacle. Une soirée pour célébrer le Nouvel An chinois qui, cette année, est fixé selon le calendrier chinois au 25 janvier 2020. Nous sommes très contents d'avoir invité les amis ivoiriens à partager la joie avec nous, les Chinois, à l'occasion de la nouvelle année. Donc je souhaite au peuple ivoirien, les amis ivoiriens, une année de prospérité. Le Nouvel An chinois, appelé aussi la fête du printemps, est la fête la plus solennelle de l'année en Chine.
le premier jour de la nouvelle année luminaire selon la tradition chinoise. Pour marquer le coup, une troupe venue de la Chine en symbiose musicale avec des étudiants de l'INSAC. Premier gaou de Magic System, interprété par une troupe chinoise dans la salle Louga François du Palais de la Culture de Treichville, édifice culturel fruit de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Avant d'être une civilisation de l'industrie et de la haute technologie, la Chine est d'abord un peuple de tradition et de culte. Le peuple chinois basé en Côte d'Ivoire a répondu nombreux à ce rendez-vous annuel, de même que des autorités ivoiriennes. Ils nous disent que cette année est l'année de la souris. Ça veut dire que la Chine, après avoir travaillé de façon dynamique les années précédentes, va cette année jouir un peu de ses richesses. Donc c'est une année placée sous le signe de la prospérité. Vous avez vu, la troupe, c'est exactement le ballet national. Parce qu'à travers les différents tableaux, cette troupe te fait voyager dans toute la Chine, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Et à l'occasion de ce nouvel an, nous souhaitons heureuse année à la Chine et qu'à l'occasion de cette nouvelle année également, la relation culturelle entre la Chine et la Côte d'Ivoire se renforce. Ce nouvel an chinois est baptisé l'année de la souris. Un festival qui nous amène à parler culture. Ce vendredi 24 janvier est célébrée la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Cette journée est une des recommandations fortes issues du premier congrès panafricain sur la place de la culture dans le développement de l'Afrique. Et cette journée symbolique dans l'année est là pour célébrer la culture africaine dans son entièreté, célébrer ses us et ses coutumes, ses valeurs et ses traditions. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Un fonctionnaire international est un personnel employé par une organisation internationale dotée d'un régime statutaire ou contractuel spécifique. On en trouve de plus en plus d'Ivoiriens. À ce jour, ils sont plus d'1 millier, mais l'objectif, c'est d'arriver à augmenter un peu plus ce nombre. Pour y arriver, une association des fonctionnaires internationaux ivoiriens est née et un lien de solidarité est créé dans le but de favoriser l'accès de nombreux autres Ivoiriens dans les institutions internationales. Les Ivoiriens à l'assaut de la fonction publique internationale, c'est un grand reportage signé Michel Digré. Les fonctionnaires internationaux ivoiriens en conclave en ligne de mire, renforcer la présence des Ivoiriens au sein de la fonction publique internationale. Le facteur principal pour le développement d'un pays, c'est les ressources humaines. Et au niveau des fonctionnaires internationaux, je suis content que cette association fasse un travail très important pour qu'il y ait plus de fonctionnaires internationaux ivoiriens dans toutes les structures, ça et là, dans le monde. Un fonctionnaire international est une personne qui travaille pour une organisation internationale, régionale ou sous-régionale. Il existe deux types de modes de recrutement. Les fonctionnaires internationaux sont recrutés sur la base de certains critères de compétences et de valeurs. Ensuite, le processus suit son cours. Vous avez une processus de sélection des curriculums vitae. Deuxième étape, c'est les interviews. Vous passez devant un panel pour être interviewé par des spécialistes. Le second mode de recrutement est beaucoup plus complexe. Pour les postes dits politiques, les postes de directeur, les postes de secrétaire exécutif, il y a une dimension politique plus importante qui apparaît où ça se passe. En plus du processus de sélection normal, il y a des interventions, il y a des consultations au niveau des chefs d'État, au niveau des groupes régionaux, pour voir à quel pays ou à quelle région ce poste en particulier va revenir. Au cours des 5 dernières années, plus d'1 millier de fonctionnaires internationaux ivoiriens ont été recensés. Ils sont présents dans plus de 40 pays et 39 organisations, mais d'autres challenges restent à relever. La Côte d'Ivoire n'a la tête d'aucune organisation internationale. La Côte d'Ivoire n'est pas un poste d'adjoint ou de directeur Afrique d'aucune organisation internationale. Et ça, c'est un problème auquel il faut pallier de façon la plus urgente possible. Parce que la présence de fonctionnaires internationaux au sein de ces grands organes de décision, c'est une source de renseignement, c'est une source de financement, c'est une source de promotion même d'autres Ivoiriens pour que vous rentrez. Par exemple, quand vous y allez, que vous êtes à un poste politique important, vous constituez votre cabinet. Donc vous faites venir les staffs d'Abidjan, les techniciens, les collaborateurs et tout ça. Vous faites venir vos compatriotes. Parmi les fonctionnaires internationaux,
Dr Guéhi Robert. Représentant de la FAO à Dakar, il a reçu le prix d'excellence 2019 du meilleur Ivoirien de la diaspora. Au-delà de la qualité du travail qu'il abat à la FAO, d'autres facteurs ont concouru à cette distinction. Les critères utilisés, il y a la progression professionnelle, bien sûr, qui a été mis dedans, je pense, mais il y a également ce qu'on fait dans les communautés où on vit. Et moi, à Rome, pendant plusieurs années, j'étais vraiment impliqué dans les services de communauté en faveur des Ivoiriens qui sont là-bas. Ensuite, les gens demandaient, je crois, comment est-ce que tu interviens, même ici en Côte d'Ivoire. Et ils se sont informés parce que depuis 2001, moi-même et mon épouse, on est impliqués dans le développement rural chez nous à Lambien, où on a près de 2000 femmes que nous soutenons de notre poche, très souvent, pour faire le riz, le manioc, etc. Et ces femmes-là, le peu qu'on leur a donné a vraiment aidé. Pour le président de l'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens, il faut accroître les actions en faveur d'une présence beaucoup plus significative dans les institutions internationales. Il faut aussi que parmi ceux qui occupent en ce moment, ou bien qui ont occupé de hautes fonctions, qu'on commence à les préparer aussi. Quand ils vont quitter le gouvernement, est-ce qu'on ne peut pas les préparer pour avoir par exemple tel ou tel poste dans le domaine de l'industrie, au niveau de la FAO, etc. Il faudrait aussi que quand la Côte d'Ivoire soutient quelqu'un, soutient un pays pour un poste important, comme on l'a fait pour la FAO, le nouveau directeur général de la Chine, comme on l'a fait pour le FMI, la dame de Bulgarie qui est directrice générale du FMI aujourd'hui, comme on l'a fait pour la Banque africaine de développement récemment, le président a dit qu'il va soutenir le président de la BAD pour un nouveau mandat, il a bien travaillé, etc. Que quand on fait ce genre de soutien, qu'on puisse demander aussi quelques contreparties, que d'autres Ivoiriens qui sont dans le gouvernement, qui ne sont pas dans le gouvernement, qui sont ambassadeurs, qui ont occupé des postes importants dans la fonction publique nationale ici en Côte d'Ivoire, puissent être proposés, puissent être préparés pour occuper ces postes-là. C'est ce genre de choses-là qu'il faut faire. À court terme, la F2I ambitionne avoir au moins 2 Ivoiriens compétents à la tête d'organisations internationales de référence. Les Ivoiriens à l'assaut de la fonction publique internationale, un grand reportage RTI 1 qui porte la signature de Michel Digré, chef du service politique de la rédaction. Sujet à retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Venons-en maintenant à cette rencontre CNDH, hommes des médias, directeurs de publication et associations de journalistes. C'était mercredi dernier au siège du Conseil national des droits de l'homme. Il a été question de protection, de promotion et de défense des droits de l'homme à travers une plateforme de collaboration. Reportage Stéphane Loboué et Jean-Marc Djadji. C'est une rencontre entre le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, et les associations de journalistes, directeurs de publication et les organes de régulation des médias. Bientôt, la mise en place d'une plateforme de collaboration et d'échange entre les deux parties. C'est une volonté du CNDH qui entend davantage promouvoir et défendre les droits de l'homme. Quand on sait que les journalistes, les médias sont des vecteurs puissants de relais d'informations justes, d'informations vraies auprès des populations et que votre vocation, c'est d'éduquer, n'est-ce pas, les populations, c'est de contribuer à l'avènement d'un état de droit dans notre pays. C'est votre accord de principe pour mettre en place ce mécanisme de collaboration et la périodicité des rencontres. À travers des mécanismes conjoints qui seront définis avec les médias, le CNDH attend une implication des journalistes dans la consolidation de la démocratie. Vous savez que nous, journalistes, notamment nous, directeurs de publication de Côte d'Ivoire, nous avons toujours été donc au centre, nous sommes le noyau au centre de toutes les rédactions. Et donc il nous fallait donc une formation, il nous fallait donc être enseigné par le Conseil, voir dans quel cadre on peut écrire pour éviter qu'il y ait des dérapages. Initier donc cette plateforme reviendrait tout simplement à aller plus loin dans cette réflexion, aller plus loin dans cette pensée de vouloir faire des hommes des médias, des partenaires au développement, des partenaires techniques pour pouvoir réussir sa mission. Le partenariat CNDH Média va se poursuivre à travers d'autres rencontres d'échange avec les points focaux dans les différents médias. Cette séance de travail intervient après celle initiée avec le corps diplomatique et la société civile.
Et parlons des droits de l'homme, tout le monde en a, même les prisonniers ont des droits. La Fédération internationale des ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, section Côte d'Ivoire, mène des actions contre la surpopulation carcérale. Cette fédération accentue sa stratégie sur la lutte contre la détention préventive injustifiée. On en sait plus avec Walter Amadou Ouattara. Débuté en 2016, le programme de lutte contre la détention préventive injustifiée a ciblé 10 prisons de la Côte d'Ivoire. Au 31 octobre 2019, 192 visites ont permis d'identifier 1636 détenus en détention préventive injustifiée. 268 d'entre eux ont été libérés et 142 condamnés après la procédure des avocats référents. Ces résultats ont été réalisés par les bénévoles de la Fédération internationale des ACAT, entendez Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, section Côte d'Ivoire. Nous sommes pratiquement à plus de 200% de cas de surpopulation carcérale. Tous ces détenus qui sont depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en prison devaient voir leur cas réglé. Si leur cas était réglé, je vous assure qu'aujourd'hui, la surpopulation carcérale ne serait pas à ce taux-là. Donc il y a des mesures transitoires pour appliquer une loi. Nous avons bon espoir, puisque le gouvernement nous l'a promis, jusqu'à la fin de cette année 2020, je pense que ça va baisser de manière drastique. Après 3 années d'exécution, les actions du programme de détention préventive sont encouragées par la présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, qui fait partie des 132 acteurs invités à la réflexion en vue de la pérennisation du programme. Le programme de lutte contre la détention préventive injustifiée vise l'amélioration des conditions de détention par la réduction de la surpopulation carcérale en favorisant le traitement des dossiers des prévenus conformément aux dispositions prévues en droit ivoirien. Vos actions sont à saluer en ce qu'elles, d'une part, démontrent la complémentarité de l'action des ONG à celle gouvernementale et institutionnelle et d'autre part s'inscrivent dans le rôle de veille stratégique des ONG dans la lutte pour l'amélioration des conditions de détention qui demeurent une préoccupation majeure du gouvernement de Côte d'Ivoire. La présente phase du programme de lutte contre la détention préventive injustifiée a été financée à hauteur de 450 millions de francs CFA par l'Union européenne, l'Agence française de développement et OSIWA. En bref et en images, les avocats de la Côte d'Ivoire ont déposé un court mémoire devant les juges de la Cour pénale internationale. Ils s'opposent à une requête de Laurent Gbagbo demandant au juge de lever les conditions imposées à sa libération. Cette requête doit être débattue le 6 février devant la Cour. L'appel intenté par la procureure contre l'acquittement prononcé il y a 1 an en faveur de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé est toujours en cours. Il ne sera pas plaidé avant quelques mois. Allons-y maintenant à Adjemé, à Yakassé à Tobrou, dans le département d'Adzopé, pour prendre part à cette rencontre initiée par la mutuelle de développement du village. La réunion visait à saluer les actions du chef de l'État dans la localité. Le ministre de l'Environnement, Joseph Seka, fils de la localité donc, a invité les populations à cultiver la paix et la cohésion sociale. Le témoignage d'Asto Touré. Les fils et filles d'Adjemé dans le département d'Adzopé ont convergé vers la place publique pour se retrouver et saluer les actions de développement entreprises dans leur région par le président de la République Alassane Ouattara à travers le fils Joseph Seka. En lui, ils ont réaffirmé leur confiance et se disent prêts à l'accompagner pour le développement de leur localité. En ce moment, il n'était pas ministre. Il venait ici en tant que médecin. Il venait nous rendre visite et puis nous soigner. Voilà, ce sont les prestations vraiment qui nous ont marqués. Maintenant qu'il est ministre, il faudrait que nous le soutenons pour qu'il puisse nous combler de joie. Construction d'écoles et d'un marché, achèvement du centre de santé sont entre autres les doléances formulées par les populations. Nous avons quelques doléances à vous présenter. L'achèvement et l'équipement de notre centre de santé. L'achèvement des travaux du centre, la place publique du village, la place où nous vous recevons. Nous sollicitons également votre aide à l'emploi des jeunes d'Adjamé. Le fils de Yakassé à Tobrou, Joseph Seka, s'est engagé à réaliser ses vœux.
Il les a aussi exhortés au vivre ensemble et à la fraternité et à promouvoir les actions du président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République, président du Rassemblement des Oufouetchis pour la démocratie et la paix, aujourd'hui attend des populations la paix, la cohésion sociale, pour la stabilité qui va conduire notre pays au développement. Cette cérémonie de confraternité et de reconnaissance a été marquée par des danses exécutées par des ressortissants de la CEDEAO. La musique du terroir était aussi au rendez-vous. Des dons ont été faits au couple Sika Sika. Et c'est en Guinée que nous allons refermer ce journal. En Guinée où des centaines de manifestants se sont mobilisés hier jeudi et très vite des tensions ont abouti à des affrontements avec les forces de sécurité dans la ville de Labé. 3 personnes sont mortes dans ces heurts. Labé est un des centres de la contestation du référendum constitutionnel demandé par le président de la République Alpha Condé. Ce vendredi, les responsables de la ville redoutent un regain de tension alors que les 3 victimes pourraient être inhumées dans la journée. C'est sur ces images que ce journal s'achève, mais l'actualité continue sur notre antenne et sur notre site internet rti.ci. Je serai encore ici demain à 13h et vous aussi j'espère.